philosophie. Et comme les autres, il a 20 minutes en décembre. Merci. Merci beaucoup, Révérend Père Doyen, pour la parole que vous me donnez en ce moment. Après la pensée, par notre illustre professeur Étienne, le projet de l'UFD de la faculté de philosophie, par ma modeste personne, voudrait penser la pensée. Penser à N, la pensée, et nous penser EN, le penser. Après plusieurs années de dur labeur, la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale est en train de parturir, de mettre au monde un bébé d'une beauté insigne. L'UFD de notre facultas n'est plus un rêve. Depuis ce matin, elle est une réalité, une évidence explosive. À la suite d'éminents enseignants qui ont pris la parole ici depuis ce matin, et davantage dans notre panel, je voudrais citer ici Madame le professeur Marie-Thérèse Mangue, docteur honoris causa de l'Université de Lille en France et président du conseil scientifique de notre très auguste Université catholique d'Afrique centrale, et le professeur Étienne, directeur de l'UFD de l'École des sciences de la santé de l'UQAC. Je voudrais prendre aussi la parole pour présenter, à la manière de ce bébé qui vient de naître et qui commence à contempler la lumière du jour, ce que notre faculté de philosophie pense de notre unité de formation doctorale. Je vous prierai tout d'abord de pardonner mes balbutiements épistémologiques. Ce sont les balbutiements d'un petit enfant qui erre encore parce que vautré dans une encore quasi-enracinérance. Vous essuierez la tonalité oxymorique de mon propos, mais étant toujours expertise du illustre prédécesseur. L'UFD, faculté de la faculté de philosophie de l'UQAC, QUIDEST. Comme vous pouvez le remarquer, la question que je pose en entrant dans mon propos est fort suggestive. Le quid, puissance et force de la philosophie, pour faire éclore l'architectonicité des réalités. Elle me permet de mettre en évidence, que dis-je, de pénétrer la quiditas de notre projet, sa quiddité, afin de mieux le théoriser et de proposer à la communauté des amis de la sagesse un projet qui a un sens et qui donne sens. De manière générale, et comme nous l'avons déjà suivi, toute unité de formation doctorale a pour mission de garantir la formation des diplômés aptes à contribuer de façon originale et créative à l'avancement de la recherche. L'UFD de la faculté de philosophie de l'UQAC ne pense pas se soustraire à ce noble idéal. Au contraire, son vœu le plus exaltant est de contribuer de manière irrémédiable et irréversible à l'avancement de la recherche actuelle en philosophie et en Afrique. Le programme académique que notre UFD propose à la communauté scientifique se veut donc dynamique. Il s'agit d'orienter vers les problèmes contemporains de la philosophie, de nous orienter vers les problèmes contemporains de la philosophie, situés au carrefour des traditions philosophiques affirmées et enrichies par un parcours suffisamment introduit dans l'histoire de la philosophie. La grande originalité de notre UFD sera de l'articuler dans un processus que nous avons nommé contextuité, conceptualité. Il s'agira donc pour nous, à travers nos investigations heuristiques, de ne pas rester rien que dans des approches traditionnelles de la recherche,
mais de goûter au biotope africain. Et comme disait le Saint-Père François de Vénéré Mémoire, nous devons proposer une pensée qui nous permet de ressentir africain. Notre Sinnleben africain devrait donc constituer le cadre, un des cadres de référence en nous appuyant un peu dans une démarche phénoménologique pour que nous ne restions pas éthérés. La contextualité, conceptualité est un vocabulaire, est un terme que j'emprunte au vocabulaire et grammaire un saucissaïen. On l'a devant nous. Et j'utiliserai à sa suite le binôme contextualisation, conceptualisation, pour le rendre plus à l'aise. Oui, notre parcours doctoral va, en plus de l'ère générale universelle de la philosophie, nous plonger dans une tension dans l'être Afrique et les êtres africains, comme Monseigneur l'archevêque le disait aujourd'hui. Ne plus rester seulement dans une ontologie, mais devenir plus ontique, s'occuper plus des états, ce qui donnerait sens à notre parcours. Nous pensons faire l'union avec notre Afrique, l'écouter, l'entendre, car notre Afrique nous parle. Elle se donne à nous, et nous devons l'écouter. Par conséquent, pour l'écouter, nous devons tendre vers lui, pour l'entendre. Chercher à le comprendre, pour enfin le conceptualiser en pensée originale. Quelle noble et gratifiante mission pour nous, philosophes, qui nous engageons dans cette experte entreprise. L'UFD de la faculté de philosophie de l'UQAC va donc se décliner en quelques points qui se trouvent dans notre brochure qui est déjà montée, et des points que je vais juste reprendre pour éviter une redondance ou une tautologie nauséabonde et qui pourrait nous conduire dans une certaine moribondité. Je vais donc situer notre parcours sur 10 petits points. Le premier point, sa spécificité. Le deuxième point, ses 3 parcours. Le troisième point, l'encadrement des apprenants. Le 4e point, le collège magistériel ou magistral qui va assurer cet encadrement. Le 5e point, les collaborations nationales et internationales. Le 6e point, les inscriptions. Le 7e, la validation des études qui sera mieux explicitée par le directeur de la section éducation. Le 7e, les scolarités. Le 9e, le 10e, le 8e, le 9e, la scolarité. Et enfin, la bibliothèque, lieu même d'émergence heuristique. Pour ce qui est du premier point, la spécificité, quand vous prenez notre brochure à la page 11, tout y a été décliné. Je veux juste faire une petite lecture des 2 points centraux qui donnent l'âme de notre UFD, à savoir la mobilisation des enseignants-chercheurs camerounais et des experts, en majorité africains, sans se départir de l'exigence d'ouverture à l'universitas. L'expérience doctorale mettant en exergue l'expertise locale. Deuxième point, la mise en valeur des lignes thématiques, des orientations heuristiques et des schèmes paradigmatiques maximalement africains. Et nous allons nous appuyer dans cette unité doctorale de la pensée des Africains. Et ici, nous allons penser l'Afrique avec le penseur de l'Afrique, Steve Mbongo.
Les orientations, les parcours de notre UFD, 3 parcours, et le professeur a eu à les relever ici. Je voudrais juste les nommer de nouveau, sans donner d'explication, car nous trouvons toutes les explications dans cette brochure. Premier parcours, métaphysique et histoire de la philosophie. Deuxième parcours, éthique et philosophie politique. Et troisième parcours, éducation et pédagogie. Vous voyez que tout se luminosise à travers cette présentation des parcours. Troisième point, l'encadrement des apprenants. Nous trouverons cela à la page 15 de notre brochure. Au regard des effectifs des enseignants permanents, oui, l'UFD de la faculté de philosophie du Cap ne va pas souffrir. Ne reconnaîtra pas une carence d'enseignants. La masse critique des professeurs et de mon maître de conférence relevée. Par conséquent, l'encadrement des thèses et la dispensation des présentations des séminaires doctoraux ne souffrira d'aucun mal-être et ne connaîtra aucun malaise. Le quatrième point concerne donc ce collège magistériel ou magistral qui va assurer la formation de nos apprenants. Nous le trouvons de la page 4 à la page 7 de notre brochure. Et nous verrons la diversité des enseignants. Dans ce collège d'enseignants, nous trouvons des Camerounais, nous trouvons beaucoup d'Africains, nous avons déjà nos frères du Tchad qui sont là, nos frères de Guinée équatoriale, nos frères de Centrafrique qui sont là et d'autres pays africains. Nous avons même des noms très réputés en philosophie, tel le grand penseur Canivez, qui sera avec nous dans ce projet. Et en termes d'enseignants, la faculté essaye d'explorer toutes les universités du Cameroun pour prendre ce qu'il y a de meilleur. Et vous les voyez depuis ce matin avec nous. Donc nous pouvons être rassurés et rassurés avec beaucoup d'assurance. Nous apprenons pour qu'il n'ait aucun doute sur la qualité contextuée et conceptualisée des enseignements qui seront donnés dans notre unité de formation doctorale. Une unité de formation doctorale se nourrit également des collaborations. La nôtre ne s'est pas renfermée sur elle-même pour vivre dans une certaine autarcicité. Au contraire, elle s'est ouverte non seulement au niveau national qu'au niveau international, avec des universités de renom, des universités congolaises, des universités équato-guinéennes, des universités centrafricaines, des universités camerounaises et même plusieurs universités internationales. Vous trouverez cela à la page 7 de cette brochure. Les inscriptions pour entrer dans l'UFD doivent être faites et le professeur Essama reviendra sur ce dossier tout à l'heure. Il reviendra également sur le 7e point qui est la validation des études. Le tout n'est pas de faire, nous avons suivi le professeur Étienne tout à l'heure, il a parlé de la validation en termes de crédit. Comment est-ce que notre UFD va s'investir pour donner plus de talent à ce processus? Et de même, des scolarités. Nous comprenons également que une unité d'enseignement, et le professeur Marie-Thérèse l'a dit ici, de même que le professeur Étienne, ne peut pas se faire sans une bibliothèque puissante.
Et je pense que la bibliothèque centrale de l'Université catholique d'Afrique centrale est suffisamment nantie. Et chaque année, des ouvrages nouveaux y sont commandés. Même la bibliothèque de la faculté de philosophie est chaque année mise à jour. Nous ne restons pas seulement dans des ouvrages qu'on commande de l'extérieur. Les professeurs de la faculté de philosophie produisent la science. L'année dernière, la faculté a produit plus de 10 ouvrages. Ça signifie que nous sommes une philosophie en action et une philosophie dans l'action pour pouvoir donner le meilleur à notre Afrique. Chers professeurs, chers apprenants, l'UFD, comme je l'ai dit au début, de la faculté de philosophie, n'est plus un rêve. Vous voyez, de par sa structuration, qu'elle ne tombe pas ex nihilo. Elle a été pensée, repensée. Vous prendrez penser avec A ou avec E. Les deux donnent sens à mon propos. Pour que, quoique dernière née de l'Université catholique d'Afrique centrale et reposant sur les épaules des aînés, elle puisse également donner sens et consistance à notre université catholique qui prône la justice, qui est au service de la justice, qui est au service de la vérité. Vérité et justice étant des attributs très chers à notre très cher alma mater. Je voudrais donc inviter tous les apprenants qui sont là à rentrer aujourd'hui avec beaucoup de joie. Et surtout à inviter ceux qui n'ont pas encore eu cette bonne nouvelle de savoir qu'un évangile nouveau est né dans la faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et cet évangile nouveau est contenu dans l'UFD de philosophie. Je remercie chacun d'entre vous pour votre attention. Merci. Vous avez compris que le professeur a parlé de la gabondisation de l'Afrique sans prononcer le mot. On va acclamer pour cela. Vous allez voir la voyerie. En tout cas, merci prof. Je pense que ce sont des idées partagées du travail. C'est une présentation très simple des mots. Le professeur, on l'appelle le père Issama, parce qu'il est équiparé au prêtre. Le père professeur Issama. On va compléter 2 ou 3 mots. La recherche et le développement dont on a parlé va bénéficier bien sûr de l'internationalité, mais aussi de la topologie, de la contextualité. Depuis hier, nous avons pris des choses du professeur Nsosisa, la contextualité. Vous voyez que ça ne vient pas de Bobongo ou de Barda. Et la conceptualité. La conceptualité. Oui, et on va aller dans la conceptualisation et la contextualisation. Donc, nous allons encore acclamer pour les professeurs. Alors, nous sommes dans le timing parce que le professeur Luc Barda nous a préservé les minutes. C'est le seul des philosophes, apparemment, qui parle moins que ceux qui piquent. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donner 5 minutes et demie et notre 10 minutes en descendant. Donc, ça peut être 7, 5, 4, 8 et demi, 9 ou 10. Donc, au professeur Simon Issama, qui va nous donner un peu quelque chose de ce programme. Tout est déjà là, mais l'Africain a la raison orale. À Brazzaville, on parle de l'orature, l'oraliture. Donc, pour écouter, pour avoir une idée du déploiement, il y a une ouverture de l'appel à contribution. On a beaucoup d'appels, donc on attend un peu pour faire la synthèse. Et il va nous donner un peu quelques éléments de ce parcours qui est en train de se mettre en place. Merci, professeur, pour la parole. Je crois que, en prenant la parole après le professeur Mbarga qui parlait d'un bébé, ce que nous essayons de dire aussi ici, c'est simplement des babillages de ce bébé.
Nous sommes à l'écoute, nous sommes sur les traces de nos aînés pour mettre en place cette unité de formation doctorale. J'aimerais simplement mettre en perspective cette idée de Frantz Fanon qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Notre mission a été tracée ce matin par le grand chancelier, mais elle n'est pas complètement balisée. Ce seront avec nos doctorats que nous allons baliser définitivement cette mission-là. Cette mission aussi, ce n'était pas la moindre des choses, elle était déjà placée sous le signe de la docteur espérance par la conférence que nous avons eue aujourd'hui sur le principe espérance. Et dans cette espérance qui est déjà en marche dans la faculté, j'aurai deux principaux points à rappeler par rapport à l'intégration dans cette formation, dans cette unité de formation doctorale. Rappeler tout simplement que les dossiers sont déjà, nous recevons les dossiers et que la fin, la clôture de la réception des dossiers est fixée le 10 janvier prochain. La deuxième chose, c'est les premiers, ça dépend parce que nous sommes déjà dans ces séminaires doctoraux, les premières journées ou secondes journées doctorales contingentées sont prévues le 10 mars 2026. Quand je parle de contingenté, je voudrais dire par rapport à toutes les facettes de notre formation, c'est-à-dire métaphysique et épistémologie réunie, et puis éthique et philosophie politique, et sciences de l'éducation, enfin. Le deuxième point, c'est justement l'organisation des séminaires doctoraux. Mais pour parler des séminaires doctoraux, nous devons quand même insister sur certains aspects des dossiers de candidature. Tout est déjà présenté ici, on vous l'a dit, mais j'aimerais insister sur un point important, le projet de recherche. On ne s'inscrit pas en thèse pour se vanter d'être doctorant. Je crois qu'il faut d'abord préalablement écrire son projet de recherche, l'améliorer au cours des séminaires qui vont suivre. Parce que si vous vous inscrivez en thèse sans projet, le temps que vous allez prendre pour faire mûrir votre projet, tout ce temps-là est compté. Il faut savoir qu'en thèse, il n'y a pas de congé. Tous les jours sont comptés. Alors prenez votre inscription véritablement lorsque vous êtes prêt. Ce n'est pas parce que c'est une université privée que les exigences sont moindres. Vous ne venez pas ici pour acheter un diplôme, on n'achète pas le doctorat. Le doctorat que l'université offre, c'est un diplôme qui est reconnu universellement. Il n'y a pas de possibilité d'arrangement. Comme vous voyez déjà en master, le master passe devant un jury et le doctorat a une exigence un peu plus importante que cela. N'oubliez pas de vous dire quand même que le docteur reste quand même parmi les élites de la société. Et pour être accepté dans cette caste réservée, il faut montrer patte blanche. Donc, commencez par
écrire votre projet. Et c'est pour cela aussi que, sans trahir quoi que ce soit, nous allons mettre l'accent d'abord pour nos doctorants, pour ceux qui ont fait un master ici. Je crois que dans toutes les universités, c'est comme cela. Nos étudiants, nos lauréats en master seront prioritaires parce que eux, au moins, savent déjà écrire un projet de recherche tel que exigé par la faculté. Il n'y a pas de discrimination, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres. Nous accepterons les autres, mais d'abord ceux de la faculté de philosophie qui ont obtenu leur master. Donc, écrivez d'abord votre projet, et lorsque le projet est déjà presque mûr, prenez votre inscription en thèse, parce que les 3 ans, on ne va pas déborder inutilement, parce qu'il y en a qui mettent 9 ans pour la thèse, d'autres un peu plus. Il n'y aura pas cette tolérance ici. Non seulement parce que d'autres bousculent, il faudra laisser la place aux autres. En ce qui concerne les séminaires doctoraux qui vous contribuent, comme nous ont rappelé un peu, pour baliser le chemin des aînés dans le cadre de ces formations, nous aurons au moins 2 séminaires doctoraux thématiques par an. Et ces séminaires sont absolument obligatoires. Mais à côté des séminaires doctoraux qui sont souvent thématiques, il y a un travail important dans les unités de recherche que compte la faculté. Et il y en a une pléthore. Nous avons déjà un cercle de réflexion des étudiants qui unit les étudiants de première année en master qui s'appelle Anthropophania, où on peut s'exercer à exposer ses idées, à prendre part à l'agora, donc à tester ses propres intuitions. Nous avons ensuite les unités de recherche où on ne peut pas qualifier de laboratoire, sinon la présidente du conseil scientifique pourra me taper dessus. Donc on a le CERAC, qui est le centre de recherche en éducation pour l'Afrique centrale. Il y a le CERACI, qui est un centre de recherche en culture africaine et l'interculturalité. Il y a Innov Africa, il y a le Serjus, il y a beaucoup d'unités de recherche. Alors, c'est dans ce cadre-là que les problématiques de méthodologie, même si la méthodologie constituera également par moment un des séminaires thématiques, mais c'est dans ces unités de recherche que les problèmes de méthodologie seront traités. La méthodologie, ce n'est pas simplement le responsable qui est indiqué, mais la méthodologie concernera toute la faculté et il y a des gens, peut-être des enseignants, qui n'ont pas de grade, comme disait professeur Marie-Thérèse Mende tout à l'heure. Ce n'est pas simplement le grade qui compte, mais ceux qui n'ont pas de grade peuvent contribuer à votre formation. Et dans le cadre de la méthodologie, dans la faculté de philosophie, nous avons des collègues qui ont eu d'autres parcours, qui n'ont peut-être pas de grade, mais qui peuvent être, comme dirait le doyen tout à l'heure, équiparés à ceux qui ont ces grades et qui sont bien formés sur la méthodologie. Ils vont nous aider. Donc la méthodologie est importante parce que dans cette entreprise de balisage de notre chemin, nous sommes tous poussés à travailler. Et en travaillant, nous allons tous avancer par essai et par erreur. Ceux qui sont dans la méthodologie vont nous aider à étayer le chemin que nous avons choisi de parcourir. Donc il y a les séminaires
thématique, il y a surtout aussi une exigence pour vous, pour les doctorants, d'appartenir au moins de manière fidèle à une unité de recherche de la faculté, et nous encourageons également nos doctorants à aller voir ce qui se passe dans les autres facultés, surtout ceux qui sont en éducation, parce que les sciences de l'éducation, c'est un peu les sciences sociales et la philosophie appliquées à l'éducation. Donc, vous ne saurez être cantonné à ce qui se fait simplement à notre faculté. Donc, ce qui se fait dans la faculté des sciences sociales, vous êtes cordialement invité à aller voir. De même, si vous avez la possibilité, et nous pensons que nous avons des moyens de vous faire entrer, être en collaboration avec d'autres laboratoires qui ne sont pas des laboratoires nationaux. Nous exigeons aussi, dans le cadre de la validation finalement de votre parcours, la participation au colloque. Nous voulons insister sur cette participation au colloque. L'université, et c'est un cri que je suis en train de lancer également, l'université devra, et pour nous c'est vrai déjà, quel que soit l'appel à communication, essayez d'envoyer votre papier. Que vous soyez hors sujet ou non, l'université va accepter votre papier pour que vous preniez l'habitude de communiquer votre recherche, de communiquer vos idées. C'est ce qui se passe ailleurs. Donc, vous êtes dans une formation à la recherche, par la recherche, et c'est comme cela que vous allez asseoir vos idées en participant aux appels de communication de toute notre université. Ne serait-ce que ça. Dès que nous verrons que vous êtes doctorant, que vous soyez hors sujet ou non, votre papier sera retenu pour qu'on vous accorde un espace de communication. Donc, la participation au colloque devra être justifiée par les attestations. Presque tous les colloques aujourd'hui, l'habitude s'est installée de vous délivrer une attestation de participation. Et cette attestation de participation comptera comme un moyen de validation de vos étapes dans le cursus doctoral. Donc, au moins un colloque par an. Donc, en tout, un minimum de 3 colloques. Et j'ajoute à l'exigence qui a été signalée plus haut, l'exigence d'écrire un article au moins avant la soutenance de votre thèse. Si j'ai oublié ou omis quelque chose, le doyen va communiquer, va le rappeler. Je vous remercie. Merci. On va l'acclamer. On était parti à un colloque, comme les gens dormaient, le président du colloque avait dit de se lever et de pousser Moula Makolo. Donc, il avait dit qu'on fasse comme ça pour un peu se lever, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui dors, là. Je vois beaucoup de gens qui dorment là. Pousser Moula Makolo. Moi, je ne connais pas ça, mais c'était. Comment on fait pour ce timba? On fait comme ça, on fait un peu. Hein. Après, on a dit que c'est Moula Makolo. Pousser Moula Makolo. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Alors, merci pour les communications. On va prendre 15 minutes. Quelques idées. On n'est pas ici dans la bagarre épistémique. Quelques idées ajoutées. Je vois déjà des professeurs qui ont le titillement là. Donc, quelques idées, quelques propositions et pourquoi pas écrire un document, ajouter, c'est important. Important. Le professeur Molonga, je l'ai dit de venir parler aux étudiants, il a écrit un texte de 25 pages. Il a demandé. Donc, il y a des gens qui écrivent, il faut garder ces textes-là. Regardez ces textes. Mais ici, on veut un peu parler. S'il y a quelqu'un qui a une idée, qui ne comprend pas aussi peut demander. Et le doyen Pomme, la Poimiste, la Poimité. Donc, le professeur aussi, ça, vous avez la parole. On va être bref, parce qu'on va prendre 15 minutes, et puis le vice-recteur va donner des orientations, et puis nous allons finir. Merci.
Il est où? Venez. Micro. Merci, monsieur le doyen. J'ai juste deux choses à dire. En termes de doctorat, il faut parler d'expérience et non pas simplement de l'expérience. Qu'est-ce que cela veut dire? Je proposerai à monsieur le doyen de monter un bulletin de quelques textes administratifs de l'université en rapport avec l'unité de formation doctorale. Parce qu'il peut se révéler à un moment donné comme un conflit d'intérêts lorsqu'on ne maîtrise pas les textes qui régissent à la fois l'unité de la formation doctorale et l'université en général. Et j'ai apporté, en ce qui nous concerne, à mon avis, le fameux bulletin qui m'avait été remis le jour où j'ai pris fonction. C'est écrit formation doctorale de philosophie, bulletin de quelques textes administratifs de l'université Marie-Robin. C'est fondamental en ce qui concerne la logistique de la recherche fondamentale. La deuxième des choses, c'est qu'au regard de l'animation de la formation doctorale, attention à ce qu'on appelle la conférence de thèse. Il y a le chronogramme de thèse que le directeur monte avec le doctorant, c'est vrai, mais à l'occasion, il faut un chronogramme pour permettre aux doyens de contrôler l'encadrement à la fois technique, méthodologique, épistémologique et heuristique. Cela permettra de justifier au final les crédits alloués à l'encadreur sur la base d'un travail fait. Et au final, ça permet au docteur, non, à l'encadreur, de contrôler l'état d'avancement de la thèse. Parce qu'il y a une fiche que vous allez monter qu'on appelle l'état d'avancement de la thèse, signée par le doctorant et par le directeur, pour prévenir également le phénomène qui devient actuel, la fameuse tricherie, le plagiat. Parce que il arrive que le directeur dise, bon, apporte-moi tout ce que tu as écrit, et puis je vais lire. Ou parfois, il ne lit pas. Mais en organisant les conférences de thèse, assisté de son assistant qui fait le petit procès-verbal, on peut dire à M. le doyen de philosophie, par exemple, que à telle date, voici ce qui a été fait. Donc il y a une systématicité dans le contrôle. Et enfin, attention à la qualité du produit. Si l'encadreur n'est pas vraiment relevant de la spécialité, il n'y a pas de doctorat général. Donc de ce côté-là, évitons de tomber dans les généralités parce qu'il y aura une passion, au départ il y aura un élan, à la fois du côté des doctorants et du côté des encadreurs. Il faut vraiment regarder le profil et c'est pour cela que de plus en plus, le curriculum vitae est serré de près pour voir si par rapport à ses publications, ce professeur peut encadrer. Si avoir le doctorat en philosophie ne suffit pas, mais est-ce que vous avez réellement? Et enfin, excusez-moi, j'ai oublié, j'étais au Brésil à la faculté de philosophie. Là, j'ai découvert qu'ils ont réglé un problème. Lorsque une formation doctorale naît, la tendance est de vouloir en faire comme un gros lycée, c'est-à-dire on vient simplement des options des masters. Or, au-delà des options, ils ont créé ce qu'on appelle les axes programmatiques de recherche. Je prends le cas de métaphysique et sur la philo. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y aura des doctorants qui vont vouloir s'exprimer en philosophie des religions. Mais à la base, il n'y en a pas. Il peut être bloqué, mais il est compétent dans le domaine. Alors, en créant les axes, il peut se retrouver dans cet axe et approfondir ses recherches. Et au-delà des axes, ils ont créé ce qu'on appelle des groupes. Il y a des groupes de logique, groupes d'épistémologie ou philosophie théorique, groupes d'esthétique, éthique et philosophie des religions, ainsi de suite, pour essayer de libérer la réflexion, parce qu'au départ, tout le monde n'a pas fait, par exemple, un master sur les options retenues de façon classique.
Donc cela participe justement de la construction qui devrait accompagner la naissance de cette école doctorale. Voilà, M. Doyen, ce que je vais donner comme petite contribution. Merci. Merci. Bon, on va prendre ce sont des éléments, on va donner la professeur Polo. Alors, je dis, à l'UQAP, il y a une école, il y a une charte doctorale qui est stricte, donc je crois qu'on a des éléments administratifs et académiques dans la charte doctorale. Nous sommes en train de créer, il y a des modèles, il y a le modèle de la faculté de théologie qui est totalement différent du modèle de la faculté des sciences sociales. Donc, nous, on est à la croisée des chemins qui est totalement différent du modèle hybride, complexe de... nous, on va manger un peu, on va manger de la recette compositive. Pour manger ici, et pour avoir notre modèle. Parce qu'on est en train de construire. On n'a pas encore, voici ce qu'on doit, et le directeur magnifique l'a dit, on est en train de voir, mais on a déjà des éléments de base qui suivent notre tradition. Donc, merci pour la contribution. On va en tenir, par exemple, en théologie, ils ont désincorporisé l'encadrement. Ce n'est pas voici l'encadreur, non. C'est le groupe de travail de la filière qui gère l'étudiant, mais sous la gouvernance d'un encadreur, mais qui n'a pas la maximalité de la gestion. Et même l'évaluation est faite par la filière. C'est une originalité qu'eux n'ont pas, que d'autres n'ont. Donc il faut vraiment prendre les traditions des autres et les vôtres et voir aussi vos capacités. Donc merci, ça fait partie des contributions. Et le papier que vous allez nous laisser ou nous envoyer sera très important pour ça. Professeur Golofoué, merci. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je voudrais apporter ma modeste contribution à partir de l'expérience des universités d'État. Je crois que ce que j'ai entendu tout à l'heure comme piste de réflexion, comme proposition de solution, tout cela, je pense, va dans le bon sens. Je pense que ce que j'ai entendu permet, dans une large mesure, d'éviter un certain nombre d'écueils que nous, dans les universités d'État, avons rencontrés, surtout en improvisant nos formations doctorales au moment de l'introduction du système LMD. Parce que vraiment cela a été fait dans la précipitation, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas suivi le protocole que, par exemple, le professeur Omolomo a exposé en s'appuyant sur l'exemple nord-américain. Parce que lorsque vous créez une formation doctorale, eh bien, cette formation doit être précédée de laboratoires, de centres de recherche. Je suis rassuré d'apprendre de la bouche, n'est-ce pas, du professeur Sama, que de telles unités existent déjà ici. Ces unités sont nécessaires parce qu'une formation doctorale ne peut pas se faire rationnellement en dehors, n'est-ce pas, d'un laboratoire. Ce n'est pas possible. Alors nous, dans les universités d'État, nous l'avons fait et je peux vous dire aujourd'hui que les résultats sont assez décevants, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que les laboratoires doivent être capables, et l'université dans son ensemble, doit être capable de générer des programmes de recherche au vu des objectifs que l'université s'assigne. Et parfois même au vu des objectifs que nos pays s'assignent. Alors, il y a deux grands pays au monde qui ont un fondement philosophique. Les États-Unis et la Chine. Le problème de méthodologie ne se pose pas beaucoup là-bas parce qu'on sait que si vous travaillez dans le cadre des États-Unis, dans une université américaine, forcément, vous allez adopter une approche pragmatiste, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est inévitable. Parce que ça, c'est la direction que le pays s'est donnée depuis 2 siècles. Il peut y avoir des variantes, par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, la boussole, n'est-ce pas, que le pays veut, c'est le pragmatisme pour l'installation et la promotion du capitalisme. Voilà l'objectif du pragmatisme. Vous allez en Chine, eh bien, la philosophie officielle de la Chine, c'est le marxisme-léninisme, avec des éléments de maoïsme et des éléments de culture traditionnelle. Donc, vous commencez une recherche en Chine, vous êtes à peu près sûr que c'est la méthode qu'on vous impose parce que le pays s'est assigné des objectifs nationaux. Bon, alors la difficulté chez nous, c'est que nous tâtons à plusieurs méthodologies. C'est-à-dire que l'enfant qui commence une recherche ne sait même pas pourquoi, parce qu'on lui demande de travailler, d'avoir comme fondement méthodologique, l'herméneutique,
ou le matérialisme historique, ou le pragmatisme, ou la phénoménologie, ou le structuralisme. On ne sait pas. Et ça, c'est une grosse difficulté. L'université catholique, par exemple, qui est une institution religieuse, devrait, de mon point de vue, privilégier d'une manière ou d'une autre, et au vu, n'est-ce pas, de ce que j'ai entendu Monseigneur dire tout à l'heure, devrait partir, par exemple, de l'herméneutique. Voilà. Parce que l'université catholique a pour fondement l'herméneutique. C'est ça son travail. Bon, il peut y avoir des variantes, mais on devrait quand même avoir comme boussole, par exemple, l'herméneutique, peut-être aussi la phénoménologie. Ça devrait être la boussole, la base générale à partir de laquelle l'ensemble de l'université devrait pouvoir construire. Et on a eu, par exemple, pour les pays en transition idéologique en Europe, depuis les années 60, on a vu que les approches méthodologiques qui avaient été développées à la fin du XIXe siècle, le positivisme, ont progressivement évolué vers le structuralisme. Ça, c'est une phase transitoire. Mais à un moment donné, on s'est installé dans le post-structuralisme qui a donné lieu au postmodernisme. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que dans nos universités maintenant, un peu partout, on ne parle plus que comment dirais-je, d'approche post-structurale, un peu partout là maintenant. On parle de constructivisme social. Mais cela participe des mutations idéologiques qui ont accompagné des mutations économiques, des mutations politiques qui sont intervenues en Occident à un moment donné. Donc, lorsque nous parlons des questions de méthodologie, il faut que nous sachions que ces questions-là répondent à une seule préoccupation: comment je vois le monde? Et quel objectif le pays, quel objectif l'université s'assigne pour atteindre un but précis. Par exemple, les Européens, à la fin du XIXe siècle, ils ont dit, bon, nous on va adopter le positivisme pour régler un problème précis. En sociologie, dans toutes les sciences qui sont imposées à un moment donné. Bon, alors, à un moment donné, lorsqu'on va introduire l'économie néolibérale, eh bien c'est le post-structuralisme, le post-modernisme qui sont imposés, avec la financiarisation de l'économie. Voilà comment les questions méthodologiques se règlent. Donc, moi, je pense que les unités de formation doctorale et les laboratoires devraient être attentifs à ces questions fondamentales pour ne pas aller dans tous les sens. Et c'est ça le problème dans les universités d'État maintenant. Et vous avez une flopée, n'est-ce pas, de docteurs. On ne sait pas à quoi servent ces doctorats-là maintenant. On ne sait plus comment les utiliser. Parce que ces doctorats-là, pratiquement, n'ont pas été précédés d'une réflexion stratégique sur l'avenir du pays et sur l'avenir de l'université. Bon, et puis maintenant, M. Sama dit quelque part que... Il vous reste 2 minutes. J'ai fini. Qu'il faut que les étudiants écrivent des projets de recherche. Moi, je suis contre cette approche. Moi, je pense que les projets de recherche devraient surgir, n'est-ce pas, d'une expérience interne de chaque laboratoire, en fonction des objectifs, comme je l'ai dit, que l'université, les objectifs de l'université. Les objectifs peut-être aussi du directeur de recherche lui-même. Donc voilà, en gros, je crois que ce qui est déjà fait, ce que j'ai entendu, c'est encourageant. Cela signifie que certainement vous avez tenu compte ici à l'Université catholique des difficultés que nous, dans le État, nous avons rencontrées. Merci. On va prendre peut-être une ou deux. J'ai vu une main se lever. Professeur Dolizal, qui va être brève, comme moi-même. Je serai brève. Je suis très contente par rapport à l'orientation de la philosophie vers l'Afrique. Moi, je suis la patronne des civilisations africaines à l'université de Yaoundé 1, donc j'ai été séduite par ce discours-là, sur le fait que vous allez centraliser, le focus, ça sur l'Afrique. Alors, là où j'ai quelques questions, pas des inquiétudes, parce que je ne veux pas que Steve me tape dessus, je vais juste me demander quelle Afrique, quand vous dites vous allez
focaliser ça sur de quelle Afrique vous parlez? Les Afriques et ces diasporas afro-descendantes, afro-américains, est-ce que ce serait des idéologies sur les afrocentrismes ou est-ce que c'est d'un panafricanisme global? De quelle Afrique vous allez orienter votre épistémologie ou alors toutes ces idées heuristiques? Et là, moi, je suis aussi d'accord avec le professeur Nkolofoué sur l'herméneutique. Il faut beaucoup partir de l'herméneutique parce que sinon, ça risque d'être, et là, je vais emprunter à Steve, un opportunisme épistémologique, c'est-à-dire je glapis un peu partout vers les universités d'État, vers les universités privées, vers le système LMD, de manière à ce que je puisse aussi avoir le maximum de doctorants. Vous devez vous fixer une ligne, un protocole épistémologique qui, à l'université catholique, voilà où nous voulons en venir. Donc c'est surtout cette inquiétude au niveau de l'orientation par rapport à l'Afrique quand il s'agit de la philosophie dans une université catholique. J'aimerais bien savoir comment ça, au niveau des pistes et des jalons, comment ça va s'aiguillonner, parce que vous me comprenez parfaitement, parce qu'il y a un ancrage, oui, de la spiritualité qui est là, qui contraste quand même avec certains de vos aspects ici. C'est pour ça que je suis assez inquiète. Je vais parler en profondeur. Je pense qu'on se comprend. Voilà. Si. On va répondre et puis on va passer la parole au vice-doyen, sauf s'il y avait quelqu'un. Nous devons le faire fort s'il n'a pas de nom. Ok. Non, je n'ai vraiment rien. Je pense que je le disais à notre directeur, le père directeur magnifique, franchement que l'évêque a tracé le matin le canevas, les postures épistémologiques de très grande ligne. Moi, je pense seulement que dans une petite réunion interne, ayant pris de ce qui a été dit, sincèrement qu'on revienne sur des tracés, des orientations qui peuvent donner une âme à notre université, autrement que du psittacisme philosophique. Merci. Alors, je ne veux pas répondre, hein. On doit gagner du temps, on doit prendre si on répond 5 minutes. On a mis, on s'est concerté avec les amis, on s'est concerté, on a fait votre travail. Et hier, quand on parlait, on a dit, comme j'ai dit le mot un peu rébarbatif, la gabardisation de l'Afrique. C'est un mot. Hein. Alors le professeur Sonsissa a été un peu remonté, parce que je l'avais querellé, un grand chercheur, je l'avais vraiment querellé, c'est mon ami personnel. Il écrivait des livres de 400 pages, j'avais pas l'Afrique, j'ai dit Sonsissa, non, tu peux être le plus intelligent du monde, j'ai pas vu la complexification de l'Afrique. Donc, il a compris, il est parti en Europe, il leur a enseigné la complexité à partir d'Afrique. Il est l'un des plus gros spécialistes mondiaux, on vient de le nommer, professeur à une chaire internationale de la complexité. Mais je dis que dans ses premiers écrits, je ne voyais pas cette trace. Donc, c'est cette traçabilité. On a dit donc, d'abord, les professeurs africains, je disais aux amis, moi j'ai été enseigné par les jésuites des Blancs. Mais je suis sorti premier en Europe. Excusez-moi, ce n'est pas les Blancs, les Européens. Je vais appeler encore le Blanc pour faire le séminaire qui m'a fait en Europe. Non, c'est un peu... Il faut réfléchir. Ça veut dire ceci. Il faut qu'on utilise maximalement nos ressources. C'est d'abord l'Afrique, là. Nous avons des ressources. Quand tu vois en Côte d'Ivoire, il y a des livres qui n'existent pas au Cameroun, qui sont autant importants, quelqu'un l'a dit, que des livres qui existent en Europe. Donc, l'une des visions aussi africaines, c'est nos propres ressources, qui parfois souffrent. Alors, il y a des difficultés. Nous sommes en construction. On avait dit, le professeur, qu'on avait proposé un cours de Nominibus Dei, Saint Thomas d'Aquin. On m'a dit, ce cours n'est pas tropicalisable, ça n'a rien d'africain. Mais les bêtises des noms divins, si on veut faire les noms de Dieu, nous on a ajouté, et la désignation du divin en Afrique. Voilà l'idée que nous avons. Les noms divins, c'est une thématique totalement non africaine. Mais quand on fait un retour dans la tradition africaine, on se rend compte que chez les Sangos, il y a des noms divins. Comment travailler donc
comment tracer des noms divins européens ou des noms divins thématisés par Denis le pseudo-aréopagite et les noms divins de mon village de Média. Donc, nous sommes en train de créer, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. C'est pourquoi nous avons proposé des programmes qui vont être réévalués. On a échangé. Par exemple, moi, je me suis proposé, par exemple, en a demandé pour ceux qui me souquaient, bon, il n'est pas encore au courant, mais on va l'associer, la transdisciplinarité, recherche africaine sur la maladie et la santé. Il en a déjà parlé. Oui, il y a les recherches africaines sont très différentes. Il y a des doctorats que j'ai vus là-bas. Quand tu fais la recherche sur la maladie à Homme-20, ce n'est pas la même approche que sur les mêmes choses dans un autre contexte. Donc, il y a la contextualisation. Donc, notre idée, c'est l'Afrique, mais ce n'est pas une Afrique fermée. Fermée. Moi, je me suis proposé un cours théorie ontosymbolique et approche transcendantale dans la philosophie africaine. Les approches transcendantales, pas seulement en philosophie kantienne. Donc, c'est la construction. Et votre présence permet de construire, parce que ici, nous avons fait un travail, l'équipe a fait un travail plus ou moins théorique, en prenant les erreurs et les avancées des uns des autres. Nous avons une charte doctorale qui est très claire, qui a été signée par nos patrons. Maintenant, nous soutirons quelque chose pour appliquer. Maintenant, les expériences, puisqu'il n'y a pas que nous qui allons enseigner, le professeur l'a dit, on va appeler aussi les autres. Mais nous avons notre ligne de base. J'ai pris un exemple en métaphysique vraiment pure, la métaphysique aristotélicienne et aristotélico-thomiste. Donc, on peut trouver l'Afrique, mais on ne va pas imposer l'Afrique à tous les coups. Donc, non, ce n'est pas normal. Donc, ce sont des idées comme ça. Vos idées viennent nous aider à approfondir, comme a dit le Père Quoi. Il y a eu des orientations. Parfois, les non-philosophes comprennent mieux la philosophie que les philosophes. Je vais donner la parole aux autres, rapidement. Mais j'ai aimé, je voulais dire une chose que j'ai suivi le père Issa m'a dit. On n'achète pas les doctorats. Excusez-moi, le professeur Golofo est là. Moi, j'étais dans un bar avec des amis, on était partis prendre un pot. Quelqu'un est venu donner 800 000 à un professeur pour la soutenance. Moi, je l'ai dit au effort. Je l'ai dit au effort, il est venu donner 800 000 francs avec les cartons de vin. Donc, si le doctorat coûte 100 000 et nous on met 1 500 000, les 800 000 là servent à quoi? Est-ce que le doctorat dans les universités d'État coûte le prix qu'il coûte? Donc, vraiment, ce sont des réflexions. On ne peut critiquer personne. Mieux vaut mettre des barres assez hautes. La personne paye son argent normalement. Il n'y a plus d'autres argents qui prennent des plots qui ne sont pas traçables. Donc, en tout cas, ça c'est personnel. Okay, je voudrais tout simplement dire un mot, pas répondre au professeur Nkolo. Oui, il y a divergence dans ce que nous avons dit et dans ce que nous pensons de cette orientation. Nous avons déjà ici, dans le cadre du master, des réflexions, les sujets qui naissent dans le cadre de ces recherches-là. Donc ces étudiants-là sont déjà plus ou moins orientés. Donc ce n'est pas ex nihilo qu'ils vont proposer en projet. Donc nous, je crois que le professeur Marie-Thérèse Mungue a demandé, il y a déjà peut-être 5 ans ou un peu moins, elle a demandé à ce que les unités de recherche soient structurées, qu'on comprenne ce que nous faisons dans telle ou telle unité. Et ce travail, nous, en faculté de philosophie, nous l'avons pris au sérieux. Nous sommes en train de lui proposer ce que nous avons fait dans chaque unité de recherche. Les axes tels que le professeur Sonsissa disait, ces axes-là, nous sommes en train de les travailler et nous allons soumettre ce travail bientôt. Ce n'est pas un travail inorganisé. Non, c'est bon. Voilà. Au professeur Dolisane. Dolisane. Non, c'est plutôt Dolisane. Ok. C'est ce que le produit, la façon dont vous avez appris. Ok. Donc, je dirais, pour parler de l'Afrique, je pense que c'est un problème important. Je suis en train de travailler un peu sur la pédagogie de la mémoire. Parce que, en fait, il faut une certaine connaissance de notre histoire. Il faut que, de temps en temps, on se rappelle de cette mémoire douloureuse qui est née de notre relation
avec les autres. Et à partir de cela, nous pourrons peut-être trouver un dénominateur commun. Parce que, il faut le dire, que vous soyez martiniquais, que vous soyez africain, que vous soyez états-unien, que vous soyez même indien, plus l'optimum de votre eau est sombre, plus le mépris vous est servi. Je crois qu'à partir de là, nous pouvons chercher quelque chose pour qu'on puisse remonter la pente. Et donc, quand on parle de l'Afrique, c'est à peu près cela que le devoir de mémoire. Voilà. Nous allons faire ceci. Professeur Claude, vous allez prendre la parole à la fin. Nous allons donner la parole au professeur Mouchili pour 2 minutes et demie. Quand nous travaillons beaucoup ensemble, et c'est un observateur aussi. Alors ensuite, le professeur Claude va prendre la parole pour synthétiser. Je pense que la raison synthétique est maintenant en valeur. Merci. C'est vrai que ce que je voudrais dire a déjà été éclairé par les professeurs Kwam et le professeur Bobongo. Bon, c'est-à-dire, quand on a dit de vous focaliser sur l'herméneutique, moi je ne voudrais pas créer un conflit de génération. Le professeur Nkolo, c'est mon professeur depuis la première année. Je voudrais dire que bon, dès qu'on a dit université, avant catholique, est-ce qu'on peut encore penser de manière à établir des lignes, des barrières idéologiques? Parce que j'ai peur qu'en faisant cela, lorsqu'on voit quelqu'un qui sort de l'université catholique, on l'étiquette. Oui. Celui qui vient de l'université d'État a son étiquette. Je pense pour ma part que à partir du moment où on a mis université avant catholique, on considère que les fonds qui structurent l'université sont catholiques, mais l'enseignement universitaire est totalement laïque et ouvert. Et je pense que on doit éviter de cliver, même si ce clivage est intellectuellement approprié. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. On va donner la parole au professeur Luc Lombard. Merci. Doyen, à la suite de tout ce que vous avez déjà eu à dire, je reviens un peu sur l'interrogation du professeur de Lissané. Et j'ai beaucoup apprécié déjà la prise de parole de notre père archevêque ici au matin. Le professeur Nkolo vient de dire autre chose. Je veux parler de la couleur de la pensée. Il a dit, pour lui philosopher, c'est comment je vois le monde. Et nous avons Karnak, nous a écrit un livre, comment je vois le monde. Einstein, voilà, merci beaucoup. Et nous voyons tous ces penseurs nous offrent des pensées sur leur manière de voir le monde. Moi et Wondo, de Yaoundé, Camerounais africain, comment est-ce que je vois le monde? Cela ne signifie pas que je me renferme sur moi-même. Je m'appuie sur les autres et ce que je vais sortir, la pensée que je vais sortir là, sera une pensée où on peut dire que voilà quelqu'un qui, imbriqué dans son biotope, nous offre une pensée suffisamment dynamique. Donc il ne s'agit pas, quand on parle de pensée africaine, d'ajouter le contexte africain, de nous renfermer sur nous-mêmes. Non. Mais moi, je suis dans un contexte, comment est-ce que je vois, qu'est-ce que disent les autres et qu'est-ce que je peux en sortir. C'est un peu dans ce sens que je comprends la chose. Merci, nous allons pu continuer. Merci déjà, on va acclamer pour le panel et pour nous-mêmes qui avons révisé la résilience, la disponibilité. Nous allons donc appeler le père vice-doyen, qui est le maître, le père vice-recteur, le professeur Charles Moukala, qui est le maître de la raison synthétique et qui va nous donner quelques éléments d'ouverture et d'approfondissement. Merci. Merci beaucoup.
Bien naturellement, ce serait d'une outrecuidance tout à fait patente que de devoir prétendre ici donner des orientations autres que les jalons et les perspectives qui ont déjà été posées par d'éminents prédécesseurs tels que le grand chancelier et le professeur Makessa, qui s'est fendu de la leçon inaugurale que nous avons eu tous, s'il faut dire, le plaisir de savourer ensemble et de partager. On a parlé de résidence synthétique. Je crois que ce panel a réussi justement ce tour de génie, de revenir sur les intuitions fondamentales qui ont dû transparaître comme cela, un peu en toile de fond à travers ces interventions magistrales que nous avons eues. Moi, je me contenterai très certainement de rejoindre simplement un peu ce sentiment général qui anime toute l'Université catholique d'Afrique centrale et notamment nous autres qui sommes en premier ministère de servitude et de service au sein de cette institution universitaire. Je rejoindrai simplement au nom de l'équipe rectorale ce sentiment général et qui a bien fait que transparaître à travers le discours presque jubilatoire du père professeur doyen de la faculté de philosophie, de voir enfin cette initiative prendre corps. Et ici, moi, je ne dirais pas que c'est seulement un rêve qui devient réalité, mais beaucoup plus un rêve qui rejoint la réalité. Un rêve qui rejoint la réalité et veut faire exploser la réalité dans une sorte de projection perspectiviste. J'y arrive quand même. Ces acrobaties langagières sont plus familiers à des têtes et des verbes que vous connaissez plus haut que le mien. Alors, c'est plutôt un peu dans ce rêve-là qui rejoint la réalité pour le projeter vers un avenir que nous espérons tous prometteur, que j'aimerais tout simplement dire toute la gratitude au nom de l'équipe rectorale, tout spécialement à l'équipe décanale de la faculté de philosophie, pour avoir mené à bien cette entreprise qui, comme on le reconnaîtra tout unanimement, n'aura pas été un fleuve tranquille, ni une simple sinécure. On en connaît l'exigence, l'acuité et certainement la rigueur. Qu'on en soit arrivé au jour d'aujourd'hui, je crois que ce ne serait pas trop dithyrambique que de vous jeter quelques fleurs de ce point de vue-là, notamment à travers le Père Doyen. En termes justement d'orientation héuristico-épistémologique, je crois que il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont convergé vers certains qui ont émergé avec une évidence, je crois, certainement compréhensible et assez perceptible pour tout le monde. Nous sommes une institution universitaire confessionnellement clairement ancrée. Nous avons une circonscription idéologico-topique assez claire, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que, malgré justement un peu ce préjugé péjoratif qui pèse sur les philosophes d'être souvent dans des spéculations plus ou moins fantasmatiques, de ce point de vue-là, nous ne végétons pas dans un flou artistique. Nous sommes catholiques et nous l'assumons. Maintenant, la science a ses exigences, qu'elle soit catholique, qu'elle soit agnostique ou de quelque obédience que ce soit. Et de ce point de vue-là, nous allons unanimement reconnaître en tant qu'hommes des sciences qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à l'âge épistémologique de l'herméneutique. Et qu'un des principes majeurs que nous enseigne l'épistémologie herméneutique est que tout discours suppose un prétexte, un texte et un contexte. Autrement dit, et de manière résumée, tout discours est contextualisé. Donc, la circonscription héuristico-épistémologique dans un ancrage tout à fait topiquement africaine, ou disons sous les tropiques africaines, s'entend de soi. Il n'y a même pas à ergoter là-dessus, à moins que l'on en revienne justement aux débats médiévaux sur les spéculations autour des sexes et des anges.
mais on en connaît justement les résultats. Ça nous a conduit à la critique de l'ontothéologie. Vous en conviendrez avec moi qu'on est sorti, s'il faut dire, des marasmes justement, des discussions plus ou moins oiseuses, mais qui ont produit quelque chose. Qu'il faut reconnaître, c'est la clarté d'une certaine entreprise discursive qui se veut réflexive et d'une plausibilité rationnelle universellement acceptée par nous. Nous en usons encore des concepts sortis justement de toute cette sorte de masturbation intellectuelle, comme on l'appelait plus ou moins facilement. Mais c'est juste pour dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Nous sommes dans un contexte donné, et c'est à partir de ce concept, de ce contexte, que notre discours, notre réflexion philosophique, scientifique, de quelque ordre que ce soit, se déploie et s'assume. Voilà. Maintenant, nous savons également aujourd'hui que du point de vue du déploiement didactico-pédagogique, nous nous trouvons en général comme pris dans un piège. Moi, je soupçonne une sorte de dictature du paradigme épistémologique dit de l'approche par compétence, qui aimerait donner une sorte de primauté à la recherche appliquée ou dite comme telle et ou fondamentale. Comme vous le savez, et je crois que je suis bel et bien dans ce creuset de réflexion épistémologique qui en souffre certainement, le permet est certainement témoin de ce que moi je ne cesse de travailler à décomplexer le philosophe par rapport à cette sorte d'arrogance épistémologique et heuristique d'un certain type de sciences qui se veulent positives et bien plus d'un qualificatif tout à fait humiliant et méprisant pour toutes les autres sciences dures. Comme s'il avait été plus facile et plus aisé de se triturer les méninges sur le théorème de Pythagore que sur les spéculations métaphysiques ou les méditations métaphysiques de Descartes. Même si le solipsisme cartésien a été ici un peu défenestré dans cette entreprise, de déménagement épistémologique. Je crois que s'il y a un maître mot qui est ressorti des interventions aussi bien du grand chancelier que du conférencier principal qui a donné la leçon inaugurale, c'est l'appel à une sorte de déménagement épistémologique. C'est-à-dire sortir du solipsisme. Et moi, j'entendais là-dedans quelques échos de ce que nous appelons en philosophie africaine le boumontologie ou uboumontologie. On aurait même mieux fondé cela que d'aller dans le subjectif ratzingerien nécessairement. Un déménagement épistémologique mérite un autre déménagement épistémologique au sein du déménagement épistémologique. Autrement dit, plutôt que de rester dans ce subjectivisme qui reste toujours un subjectivisme plus ou moins individualiste depuis le tournant kantien et qui marque justement l'absolutisation de l'individu depuis l'époque moderne. La vraie révolution, je crois qu'elle pourrait venir de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je pourrais convoquer Ratzinger à contrario. C'est-à-dire à partir de sa perception de la pensée occidentale du point de vue des tropiques africaines. Lorsqu'il arrive au Cameroun, il dit, il faut reconnaître que l'Afrique doit être, qu'est-ce qu'il a dit de l'Afrique? Le poumon spirituel de l'humanité. Autrement dit, l'Afrique a sa place à prendre justement sur l'échiquier de la rationalité universelle et même de la spiritualité universelle. Autrement dit, dans la vision du monde, l'Afrique a certainement quelque chose à y apporter. Et je pense ici justement à ce déménagement qu'exige en théologie un grand maître tel que Oscar Bimwe-Nikweshi, qui pense que la théologie africaine ne pourra s'affirmer comme telle qu'à partir du moment où elle aura réussi le déménagement d'Athènes et Rome vers le pôle andrique africain, c'est-à-dire le bosquet initiatique. C'est le creuset de fondement, des bases qui fondent les visions du monde, les notions de base. Et ça, on ne peut pas ne pas aujourd'hui nous inscrire dans cette démarche-là. Cela est certainement attendu. Un autre accent que j'ai senti ressortir un peu de toutes ces interventions, et là j'emprunte la conceptualité au conférencier principal de la séance de cette ouverture du cycle de l'unité de formation doctorale, le professeur Maguessa, qui disait que l'espérance doit être une utopie
mobilisatrice en empruntant justement la démarche mauritanienne, hein, qui allie justement la dimension de l'espérance dans sa transcendantalité eschatologique et dans son enracinement immanent. Et en montrant que la transcendantalité eschatologique doit normalement être mobilisatrice de l'enracinement immanent. Et à partir de ce moment, on a vu, il a terminé par une sorte de convocation de la théorie vers la pratique. Donc, par une sorte juste de mixture entre théorie, praxis ou théorie, action. Alors, cela veut dire quoi? Je me réjouis. Et là, je jette mon regard du côté d'un des ancêtres de professeur Kouam qui ne cesse de plaider pour cela. C'est-à-dire essayer là aussi d'opérer un certain déménagement. Un déménagement de la philosophie, s'il faut dire de la métaphysique des vapeurs, comme aime à le dire le doyen, vers une certaine métaphysique orthopraxique. Donc que la philosophie rejoigne le monde dans ses interrogations ontologico-existentielles. Que la philosophie rejoigne le monde dans ses... Et à partir de ce moment-là, je me réjouis qu'une telle orientation permette justement, même à la faculté de philosophie, dont on n'aurait certainement pas tout de suite cité le nom dans cette perspective-là, que même la faculté de philosophie participe de ce point de vue-là. Aujourd'hui, je pourrais le dire, densifie sa participation dans le deuxième objectif, dans le triptyque des objectifs de l'université. Hein? Il y a l'enseignement, il y a la recherche. Et aujourd'hui, vous densifiez votre participation au deuxième point de ce triptyque, donc la recherche. Mais je me réjouis que l'orientation épistémologique qui a été mise en exergue aujourd'hui veuille faire participer la faculté de théologie au troisième élément de ce triptyque, c'est-à-dire l'appui au développement. Et je crois que dans les échanges qu'il y a eu là, on a vu bien transparaître cela, que tout ce qu'on doit faire doit participer, et je crois que même la gabardisation de l'Afrique est une illustration de la ZLECAF. Depuis un certain temps, on a senti une inflexion heuristico-épistémologique qui fait route au sein de la faculté de philosophie, qui participe de cela, et nous ne pouvons qu'encourager. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, bon courage, que le rêve qui rejoint la réalité, eh ben, fasse en sorte que les bourgeons ainsi émergés puissent rencontrer la promesse des fruits. Je vous remercie. C'est parmi les derniers actes d'aujourd'hui. Nous allons rappeler le programme en remerciant déjà toutes les personnes qui sont restées. On a vu qu'avant, il y avait la tendance à la somnolence, mais les discours, les bonnes propositions nous ont réouvert les yeux. Demain, il y aura une cérémonie spéciale à 12h. Donc, il y aura les professeurs des universités partenaires qui seront là. Ce sera des échanges pour voir un peu quelques éléments spécifiques. Et il y aura un repas musclé pour les étudiants et les enseignants qui seront là. Je vais encore rappeler à certains enseignants. Donc, ça sera dans la salle de philosophie 3, je pense. Hein. Philosophie 3, à 12h, pour permettre aux enseignants de faire les cours. Un échange de 45 à 50 minutes pour essayer de parler. Donc, nous remercions. La séance d'ouverture doctorale est terminée. Nous allons donner rendez-vous au séminaire doctoral. Mais le professeur de sa maladie, il y a la clôture des dossiers le 10 janvier, la lecture, la liste officielle le 20 janvier et les premiers séminaires le 10 mars. Donc tout est cadencé de rythmologie à la manière wenger qui qui suit l'émergence apportée. Donc merci professeur Wenger. J'espère que vous serez encore en France, comme vous avez déjà en France malade. Donc merci d'être présent, professeur. Il avait dit qu'il sera là, il est là, donc tout le monde est là. Merci, on va finalement acclamer pour nous-mêmes. Les catholiques finissent par la prière et on va dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Bénissons